Bonsoir et bienvenue à la Bibliothèque des Rêves. Ce soir, je vous invite à remonter le temps et à voyager avec moi sur ce qu'on appelle la route des épices. Un nom un peu mythique, mais quelle réalité historique, humaine, économique se cache derrière ce terme? On découvrira les pionniers historiques qui ont fait des épices une des premières marchandises à être échangées à longue distance autour du monde. Depuis les Austronésiens, on verra ce que ça veut dire, de la préhistoire et de l'Antiquité, aux Indiens, aux Arabes, aux navigateurs portugais et hollandais de l'âge des grandes découvertes. On verra aussi ce que sont ces épices si précieuses autrefois, et pourquoi pour nos ancêtres elles étaient des produits de luxe inaccessibles pour beaucoup. Ça nous fait beaucoup de choses à découvrir. Ce voyage va nous emmener dans beaucoup de lieux et d'époques différents. Alors, avant de commencer, je vous conseille de vous installer confortablement, de vous asseoir ou de vous allonger dans votre lit, en évacuant la tension qui contracte probablement vos épaules. Merci de bien vouloir vous abonner et d'évaluer positivement cet épisode, ou de laisser un commentaire si vous pouvez, selon l'endroit où vous écoutez. C'est important pour le référencement de ce programme et sa pérennité. Vous pouvez aussi fermer les yeux. Tout ce dont vous avez besoin pour entreprendre ce voyage, c'est d'écouter. Ma voix va vous guider jusqu'à bon port. Alors commençons. Donc on va suivre la route des épices à travers les âges, ou plus exactement le commerce des épices, parce qu'il n'y avait pas une seule route. Pour les Européens, la route des épices, ça évoque l'époque de la navigation à voile et de l'exploration du monde, des galions retournant en Europe, chargés de précieuses cargaisons, de poivre, de gingembre, de cannelle, de curcuma, de clous de girofle, de muscade, et encore d'autres. Mais bien avant cette époque, toutes ces épices circulaient jusqu'en Europe, en traversant ou en étant produites au Moyen-Orient, en Inde, en Indonésie. Et ce commerce existait longtemps avant l'ouverture de routes maritimes directes vers l'Europe, et avant que les Européens prennent le contrôle de ce commerce. Les épices étaient déjà connues dans l'Antiquité, par exemple par les Romains. On ne sait pas exactement si les Romains suspectaient l'existence de l'Asie du Sud-Est et de l'Indonésie. Ils connaissaient l'existence de la Chine, mais pour eux c'était une contrée très lointaine et mystérieuse, et ils n'avaient pas de carte réaliste de l'Extrême-Orient. Pourtant, à leur époque, à l'époque des Romains, les épices voyageaient déjà sur des milliers de kilomètres. On va voir comment et par qui elles étaient transportées. Mais déjà, examinons d'un peu plus près ce que sont ces fameuses épices. Elles sont toutes végétales, extraites de différentes plantes, racines, écorces, graines. Et pour commencer, une des plus anciennes à être exportée d'Asie vers l'Europe, c'est le gingembre, qui était déjà bien connu des anciens Grecs et des Romains. Le gingembre provient d'une plante à fleurs, avec une tige et des feuilles. Mais la partie qu'on utilise, surtout, c'est la racine. La racine est comestible, avec un goût piquant, qui peut être consommé comme pickle, pour faire des infusions, ou comme jus, fraîche, ou sèche. Elle peut assaisonner, et elle est très utilisée dans les cuisines asiatiques. Séchée et réduite en poudre,
On l'utilise pour aromatiser le pain d'épices, les biscuits ou des boissons comme le ginger ale. La plante qui donne le gingembre est originaire d'Indonésie, mais elle a été largement disséminée par les peuples austronésiens. Alors, qui sont les Austronésiens? C'est un groupe assez large de différents peuples qui sont originaires de Taïwan, l'île de Taïwan. Et à l'époque préhistorique, il y a environ 5000 ans, ils commencent à émigrer par la mer pour peupler une zone assez vaste qui va de l'océan Indien au Pacifique. Ils s'installent jusqu'à Madagascar, très à l'ouest de leur lieu d'origine, et dans beaucoup d'îles du Pacifique, très à l'est. Pas en un seul voyage. Avant ça, ils colonisent beaucoup d'îles, comme celle de l'Indonésie et de l'Océanie. On pense que c'est en Indonésie qu'ils découvrent le gingembre, et ils en plantent ailleurs au gré de leur migration. Ils répandent la plante jusqu'à Madagascar, et ils l'introduisent aussi en Inde et à Hawaï, dans le Pacifique. Le curcuma, c'est une plante de la même famille, qui est plus connue sous le nom de curry. Le curry, ça n'est pas une épice en particulier, c'est le nom d'un mélange d'épices, et aussi de nombreux plats qui sont préparés avec ce mélange, avec des recettes différentes, qui utilisent donc différentes épices, mais systématiquement, on y trouve du curcuma. Et c'est lui qui donne sa couleur jaune, orangée ou ocre au curry. Le curcuma a un pouvoir colorant très puissant. D'ailleurs, il servait aussi autrefois comme teinture pour des textiles. Et au cours des siècles, il s'est imposé comme ingrédient de base dans différentes cuisines asiatiques qui préparent des currys, notamment en Inde. Cette couleur jaune ou orangée est due à un pigment, un composé appelé la curcumine, qui est son principal agent colorant. Maintenant, la cannelle, ça n'est plus une racine, mais une écorce. Une écorce qui provient de différentes espèces d'arbres, et ça n'est pas l'écorce superficielle, mais la couche interne de l'écorce, qui est prélevée sur l'arbre, qui est séchée, et quand elle sèche, elle s'enroule sur elle-même, en formant des petits bâtonnets, des petits rouleaux, qui sont en fait des rouleaux d'écorce séchée. La cannelle atteint le Moyen-Orient et la Méditerranée il y a plusieurs milliers d'années déjà. Les Égyptiens en avaient déjà vers 2000 avant Jésus-Christ. Mais à cette époque, la cannelle est encore extraordinairement précieuse. C'est un cadeau royal que seules les couches les plus favorisées de la population peuvent s'offrir. Une toute petite élite. Les gens ignoraient d'où elle provenait et en quoi consistaient ces petits rouleaux. Et les commerçants qui participaient au commerce des épices gardaient jalousement le secret de la cannelle pour préserver leur monopole. Le mystère de la cannelle et d'où elle venait a duré pendant des milliers d'années et il était encore complet au Moyen Âge. Pour les Européens et dans le monde méditerranéen. Il y avait même des légendes sur son origine. L'une de ces légendes disait même que la cannelle était en fait pêchée dans les eaux des sources du Nil, loin en Afrique, un lieu mystérieux lui aussi. En réalité, la cannelle venait d'Asie du Sud-Est, d'Indonésie. Contrairement à d'autres épices, elle n'est pas très piquante. En fait, elle pourrait l'être, mais on ne lui associe pas la sensation de piquant parce qu'elle est utilisée très diluée, en petite quantité, pour parfumer des plats, notamment des pâtisseries ou des biscuits. En général, dans les cuisines occidentales, on l'emploie avec des préparations sucrées. Le poivre noir, ne vient pas d'Indonésie,
à l'origine. Il est natif du sud de l'Inde, de la région du Kerala. Parmi les épices que je vous détaille, le poivre est un peu le roi ou la reine des épices, parce que c'est aujourd'hui et de loin le plus produit et le plus consommé autour du monde. Il est aussi devenu assez bon marché. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Dans l'Antiquité, le poivre était parfois appelé l'or noir, tellement il était cher à son arrivée en Méditerranée. Pour les autorités romaines, à l'époque de l'Empire romain, ça devient même un sujet de préoccupation. Parmi d'autres produits de luxe exotiques, comme la soie, on reproche au poivre de drainer les ressources en or de l'Empire, parce qu'il faut payer le poivre en métaux précieux. Donc son usage par les classes les plus riches est critiqué, comme une pratique, une habitude de consommation qui appauvrit l'Empire romain. Mais ça ne l'empêche pas. On voit aussi parfois le poivre servir de monnaie dans l'Antiquité. Comme il est très cher et léger, ça permet de transporter une grande réserve de valeur dans un petit volume facilement. Le goût pour le poivre passe de Rome aux peuples dits barbares qui envahissent l'Europe dans les derniers siècles de l'Empire romain. Par exemple, au 5e siècle, les Wisigoths assiègent Rome et ils exigent une énorme rançon pour s'en aller, rançon qui inclut, entre autres, 3000 livres de poivre. Au Moyen-Âge, le poivre reste un produit de grand luxe et son commerce participe à l'enrichissement des villes marchandes italiennes, surtout Venise et Gênes, qui contrôlent le dernier tronçon de la route du poivre entre le Moyen-Orient et l'Europe de l'Ouest. On raconte qu'à cette époque, dans les siècles qui précèdent les grandes explorations, le prix du poivre peut parfois atteindre son poids en or pour le consommateur final. En fait, au poids, il est plus cher à l'époque que n'importe quel aliment aujourd'hui. Aujourd'hui, on met du poivre à volonté dans n'importe quelle recette. Mais il y a 600 ou 700 ans, ça aurait été le privilège d'un roi de consommer autant de poivre. Entre autres, c'est ce prix totalement exorbitant du poivre qui poussera les Portugais à chercher une route commerciale maritime à partir du XVe siècle pour s'en procurer. Le risque était énorme, les chances de succès paraissaient assez faibles quand ils essayaient de contourner l'Afrique par le sud, mais la valeur de cette épice était telle que ça justifiait d'essayer. On va justement reparler de ces explorations portugaises dans un instant. Donc le poivre n'est pas une racine, ni une écorce, mais un fruit qui provient d'une vigne. Chaque fruit, chaque grain de poivre contient une graine unique, et c'est ce fruit séché et généralement moulu avant l'emploi qui est consommé. Ce qu'on appelle le poivre noir, c'est ce fruit qui est cuit et ensuite séché. S'il est juste séché, sans cuisson, ça donne du poivre vert. Et le poivre blanc, c'est toujours le même fruit, mais sans son écorce, c'est-à-dire juste la graine. Encore une autre épice connue des Romains, c'est le clou de girofle. Et cette fois, les clous de girofle, ce sont des bourgeons, des boutons de fleurs, qui viennent d'un arbre natif d'Indonésie, plus précisément des Moluques. Les Moluques, c'est un archipel qui fait partie de l'Indonésie, et ce sont ces îles que les Européens appelleront plus tard les îles aux épices, parce qu'en plus des clous de girofle, elles produisaient une variété et une quantité d'épices dont ils auraient à peine osé rêver avant de les découvrir, y compris certaines épices qui étaient exclusivement disponibles dans les Moluques. Une autre épice majeure des Moluques, c'était la noix de muscade. Une épice qui va aussi devenir très populaire en Europe quand elle va être rapportée par les vaisseaux européens.
les clous de girofle sont utilisés pour parfumer des préparations et sont très utilisés dans les cuisines asiatiques, moyen-orientales et africaines. Mais déjà au Moyen Âge, l'Europe en veut toujours plus, et on les utilise notamment piqués dans des viandes pour les parfumer. Ces exemples que je vous donne, ce sont seulement les épices les plus connues, et le commerce des épices jusqu'au Moyen Âge ne se limite bien sûr pas à leur débouché en Europe. Les épices voyagent aussi à destination de la Chine, de l'Inde, du Moyen-Orient, qui en sont les principaux consommateurs. La route qui va jusqu'en Europe est seulement la plus longue. Mais pendant des siècles et des siècles, un très gros client du poivre et du gingembre, par exemple, c'est la Chine, qui est très peuplée et en moyenne plus riche que l'Europe de l'Ouest. Donc elle en importe de grandes quantités. Il est difficile de savoir précisément quand l'Indonésie et l'Inde commencent à exporter des épices. On sait par exemple que les anciens Égyptiens connaissaient déjà certaines épices indiennes qui leur arrivaient en passant par l'Arabie. Mais même encore avant, à l'époque du Néolithique, il y a des preuves archéologiques d'un commerce des épices à travers le Moyen-Orient, parfois sur de très longues distances, des milliers de kilomètres, où les épices étaient transportées avec d'autres produits de luxe exotiques, comme des pierres précieuses, des coquillages ou de l'obsidienne. Mais les premiers à mettre en place un réseau maritime de commerce dans l'océan Indien, qui connecte l'Indonésie avec le Moyen-Orient, via notamment l'Inde, ce sont ces Austronésiens dont je vous ai parlé. Au deuxième millénaire avant Jésus-Christ, ils construisent les premiers navires océaniques conçus pour naviguer à longue distance et en haute mer, les plus anciens navires de ce type qu'on connaisse. Il ne faut pas imaginer de grands navires, on les jugerait même minuscules avec nos standards modernes, mais c'étaient des catamarans ou des pirogues à balancier, c'est-à-dire des bateaux avec un ou deux flotteurs sur les côtés pour les stabiliser. Donc les Austronésiens, partis des centaines d'années plus tôt de Taïwan, se sont établis, entre autres, en Indonésie, d'où ils mettent en place un réseau de transport maritime qui va s'étendre jusqu'à Madagascar dans les premiers siècles de notre ère. Et plusieurs siècles avant ça, un réseau qui va aller jusqu'en Arabie, en Afrique de l'Est et en Inde. Les Austronésiens amènent les épices depuis l'Indonésie, et le reste du voyage est assuré par des commerçants indiens, arabes, phéniciens, qui acheminent et distribuent les épices, et souvent d'autres produits chers et pas trop volumineux, dans leur région d'origine. Il y a une route maritime vers la Méditerranée, qui passe par la mer Rouge et aboutit en Égypte, et une autre terrestre qui traverse l'Arabie ou la Mésopotamie. Pour les tribus nomades d'Arabie, ou pour les villes phéniciennes, c'est une source d'enrichissement important, puisque les produits voient leur prix grimper en passant entre leurs mains. Les Grecs de la période classique savent à leur époque que les épices transitent par le Moyen-Orient et arrivent par la mer Rouge. Et donc ils mettraient bien la main sur ce commerce. Mais par contre, ils ne savent pas d'où ces épices peuvent bien provenir. Ça restera un mystère pour eux. Mais ils ne suspectent sans doute pas que c'est d'Indonésie, qui est bien plus loin que ce qu'ils peuvent imaginer, et dont ils ignorent de toute façon même l'existence. Quand Rome remplace tous les autres États méditerranéens, les commerçants de l'Empire romain, dont beaucoup sont grecs, prennent le contrôle du dernier tronçon de la route des épices, celui qui irrigue la Méditerranée.
Mais même si quelques ressortissants de l'Empire romain voyagent dans l'océan Indien et jusqu'en Chine, ils continuent d'ignorer d'où viennent ces épices si chères. La majeure partie de la route des épices reste dans les mains des Indiens et des Indonésiens. Quelques siècles plus tard, ils vont notamment être supplantés par les commerçants arabes musulmans, qui assurent la jonction maritime avec l'Inde, aussi avec l'Afrique de l'Est, et depuis la péninsule arabique, ils s'imposent dans le commerce de l'océan Indien. Dans les premiers siècles de l'islam, ce commerce avec l'Asie, avec l'Inde, l'Indonésie, la Chine, contribue pour une bonne part à la prospérité du califat abbasside. Le califat des Abbassides, c'est ce grand empire musulman qui est créé par la conquête musulmane, partie d'Arabie au 7e siècle. Il atteint son apogée au 9e siècle. Et à cette époque, il s'étend en Afrique du Nord et sur l'essentiel du Moyen-Orient. Après le 9e siècle, il se fragmente et d'autres États musulmans apparaissent, entre lesquels le commerce des épices va s'organiser. La capitale que les Abbassides se construisent, c'est Bagdad, et son débouché sur le golfe Persique, c'est le port de Bassora, qui devient une plaque tournante du commerce des épices et de la navigation dans le golfe Persique et l'océan Indien. Cette activité maritime très intense, c'est celle qui va inspirer des histoires, des légendes, comme les aventures de Sindbad le marin, qui sont un reflet de cette histoire maritime. Et ce sont aussi des marchands arabes qui popularisent la muscade et la cannelle au Moyen-Orient, qui auparavant étaient seulement rarement présentes, marginales dans cette région. Et cette mainmise des navigateurs et commerçants arabes sur le commerce des épices va se renforcer de la conquête musulmane jusqu'à l'irruption des Portugais dans l'océan Indien, 900 ans plus tard. Les marchands arabes du Yémen ou d'Oman explorent l'océan Indien et remontent la route des épices jusqu'à l'Inde et ensuite jusqu'à l'Indonésie. Ils atteignent les Moluques et ils vont y chercher directement les épices pour les ramener vers la péninsule arabique. Ce secret de la route des épices, ils vont le préserver pendant des générations pour pouvoir l'exploiter. Et le gros des épices qui poursuivront leur route pour atteindre ensuite Venise et l'Europe passe en fait par leurs mains sur une grande partie du trajet. Mais à l'époque, le voyage entre l'Arabie et l'Indonésie ne se fait pas d'une seule traite, c'est trop loin pour ça. Les épices des Moluques, par exemple, étaient expédiées vers différents comptoirs, des ports, situés à peu près à mi-chemin, en Inde ou au Sri Lanka. Elles changeaient de main plusieurs fois, et leur prix augmentait évidemment avec chaque intermédiaire. L'Inde était une plaque tournante, parce qu'elle était à peu près au milieu de la principale route des épices, et aussi parce qu'elle était un grand centre de consommation. Une bonne partie des cargaisons terminaient leur voyage en Inde. Et ce qui n'y avait pas été acheté localement pour y être consommé repartait ensuite vers le Moyen-Orient ou l'Afrique de l'Est. Pour les autorités locales, les propriétaires de ces ports du commerce des épices, c'était une aubaine. Elles taxaient les cargaisons, taxes qui étaient souvent payées en nature avec des produits, épices, mais aussi des résines ou des bois précieux, comme l'encens ou le bois de santal. Après plusieurs intermédiaires et plusieurs ports de transit, donc les cargaisons arrivaient dans les ports méditerranéens comme Alexandrie ou Constantinople à des prix déjà bien plus élevés. Et enfin, pour ce qui est de l'Europe, elles passaient dans les mains des cités italiennes, en particulier des Vénitiens, qui contrôlaient presque complètement ce commerce en Europe.
et pour qui, à côté d'autres produits comme la soie ou les pierres précieuses, les épices étaient une énorme source de revenus. Donc au Moyen Âge, les prix faisaient encore une belle culbute avant d'arriver en Italie, en France ou en Allemagne. Cette position de Venise comme porte d'entrée des épices est à l'époque très lucrative. Et les Vénitiens arrivent à la maintenir pendant des siècles avec quelques perturbations pendant les conflits. Mais ce que les Vénitiens ne savent pas vraiment, c'est d'où viennent ces produits qu'ils achètent au Moyen-Orient. Et qu'ils achètent déjà eux-mêmes très cher parce qu'ils ne contrôlent que le dernier tronçon de la route des épices. Cette fragilité de leur position, ils en subissent les conséquences quand on leur coupe l'accès au commerce. Par exemple au XIe siècle et encore au XVe siècle, quand les Ottomans achèvent la conquête de l'Empire byzantin et s'emparent de Constantinople. Les Ottomans s'emparent en quelques décennies d'une grande partie de la Méditerranée orientale, et ils refusent l'accès aux épices aux Vénitiens. Ils décident d'exploiter pour leur seul avantage la route des épices, en taxant très lourdement. Et ils sont libres de le faire, puisque aucune route ne leur échappe maintenant qu'ils contrôlent toute la façade maritime de l'Égypte à la Turquie. Mais puisque les épices à l'époque sont si chères et difficiles à se procurer, pourquoi les Européens s'entêtent à en vouloir, alors qu'après tout, ça ne sont pas des produits de première nécessité? Pourquoi cette soif constante d'épices exotiques, malgré leur prix prohibitif? Alors déjà, pour des raisons médicales, des raisons pas forcément très bien fondées, mais très bien installées au Moyen Âge. À l'époque, une théorie médicale dominante, c'est ce qu'on appelle la théorie des humeurs. De quoi est-ce qu'il s'agit? Nos ancêtres avaient une compréhension du corps humain assez éloignée de la nôtre. Ils croyaient, et cette vision était déjà très ancienne, elle datait de la Grèce antique, que différents fluides du corps humain, sang, bile, flegme, étaient des régulateurs de la santé ou de la bonne ou mauvaise humeur. Un déséquilibre entre ces humeurs, entre ces fluides, aurait été à l'origine des dérèglements, aussi bien de l'état d'esprit que de la santé. Évidemment, cette théorie est complètement dépassée au niveau médical aujourd'hui, mais il en subsiste des vestiges dans le langage. Par exemple, quand on dit de quelqu'un qu'il a un caractère sanguin, c'est-à-dire prompt à s'emporter, ou bilieux, avec une tendance à cultiver une certaine aigreur, ou qu'une personne est flegmatique, c'est-à-dire calme, faisant preuve de sang-froid. Toutes ces expressions qui sont restées viennent de cette croyance dans les humeurs. Et à partir d'elles, on en déduisait différentes typologies de caractère des personnes. Différentes parce que la théorie des humeurs, c'est un concept. Il a été interprété de différentes manières au cours des siècles. Donc la domination d'une humeur sur les autres expliquerait certains traits de caractère, et aussi l'apparition de maladies serait la conséquence d'un déséquilibre entre humeurs. Les médecins du Moyen Âge, ou même de l'époque moderne, y croyaient et élaboraient des théories autour de ces principes. C'était une des justifications des fameuses saignées, pratiquées pour réduire le volume sanguin ou éliminer du sang qu'on pensait corrompu, que l'organisme remplacerait par du meilleur sang. De la même façon, on inventait des régimes et des traitements censés favoriser le rééquilibrage ou la purification des fluides corporels, des humeurs. Quel est le rapport de tout ça avec les épices? Eh bien justement, on croyait que les épices étaient de très puissants médicaments parce qu'elles équilibraient les humeurs. Elles n'étaient pas les seuls traitements,
Il y en avait d'autres pour ceux qui ne pouvaient pas se les offrir, mais elles étaient quand même considérées comme la meilleure option. Et cette image médicale des épices s'installe dès l'Antiquité grecque et romaine, et elle perdure encore 2000 ans plus tard en Europe, où les épices sont vues comme ce qu'on appellerait aujourd'hui des super-aliments. Évidemment, ça fait plutôt sourire aujourd'hui, puisqu'à part un effet placebo, il n'y a pas grand-chose à attendre des épices sur la plupart des pathologies, et la théorie des humeurs a été mise aux oubliettes. Mais il faut se mettre à la place des gens du Moyen-Âge, pour qui ces croyances datent de plusieurs siècles. Elles sont très enracinées, et elles font partie des rares choses qui paraissent solides en matière médicale. D'ailleurs, certaines épices ont quand même des propriétés médicales, avérées. Par exemple, le gingembre est un antiseptique assez puissant. Et d'ailleurs, c'est peut-être ce qui a contribué à établir leur image de médicament. C'est vrai que jusqu'à un certain point, des épices peuvent réduire des douleurs et traiter des symptômes. Mais évidemment, on ne les considère plus comme des médicaments. La théorie des humeurs commence à être critiquée au XVIe siècle, avec ce qu'on appelle la renaissance médicale, qui cherche à rendre plus scientifique la médecine. Mais ça ne la tue pas, elle reste très forte. Et jusqu'au XVIIIe siècle, c'est une théorie qui va guider les pratiques médicales. Je vous mentionnais les saignées, encore très fréquentes au XVIIIe siècle. Mais il y avait aussi cette pratique de placer des coupes chaudes, comme des ventouses, sur le dos des patients. C'était censé drainer la bile, un équivalent de la saignée, mais pour la bile, toujours avec cette idée de rééquilibrer les humeurs. Enfin bref, cette raison médicale est une source de demande importante pour les épices, et pas seulement en Europe d'ailleurs. Le même type de croyance était aussi répandu à l'époque dans les médecines traditionnelles du monde islamique, de l'Inde ou de la Chine. Un deuxième facteur de demande, c'est la consommation de l'élite économique et aristocratique, pour qui consommer des épices devient aussi un mécanisme de distinction sociale. Avoir des épices variées, en mettre dans la cuisine, c'est un signe extérieur de richesse et de raffinement. Et donc on cherche activement à en mettre un peu partout dans la cuisine, ou en ajoutant à des boissons, par exemple au vin. On connaît des recettes médiévales, évidemment pas pour le commun des mortels, pas pour la population en général, mais pour l'aristocratie ou la bourgeoisie, qui recommandaient l'emploi de quantités astronomiques d'épices, bien plus que ce qu'on mettrait aujourd'hui. Donc en un sens, les épices connaissent aussi un paradoxe qu'on a observé parmi les produits de luxe. Elles sont chères parce que la demande est élevée, et le coût pour les amener au consommateur final est important, mais ça fonctionne aussi dans l'autre sens. Le prix élevé les rend désirables, parce qu'elles représentent le luxe, un statut élevé. Et donc au moins jusqu'à un certain point, le prix ne dissuade pas la demande, voire il l'encourage. Et pour ces raisons, la situation à la fin du XVe siècle, c'est que les épices sont plus chères que jamais quand elles arrivent en Europe. L'Empire ottoman, et plus généralement le monde islamique, contrôle toutes les routes d'accès par le Moyen-Orient. Et de grandes fortunes se construisent sur ce commerce, en Asie, au Moyen-Orient ou à Venise. Cet équilibre va être totalement bouleversé au XVIe siècle, et surtout par l'entremise des navigateurs portugais. Comme l'Espagne, et même avant l'Espagne, les Portugais du XVe siècle s'investissent dans l'exploration navale, et le rêve lointain mais raisonné de découvrir de nouvelles routes vers l'Inde et vers l'Asie orientale. Comme vous le savez, Christophe Colomb arrive en Amérique accidentellement, alors qu'il navigue vers l'ouest à la recherche d'un chemin vers la Chine ou vers l'Inde.
où il devrait arriver puisque la Terre est ronde. Mais les premiers Européens à vraiment atteindre ces pays par la mer, ce seront les Portugais. Et cette histoire de l'exploration navale, jusqu'en Extrême-Orient et même autour du monde par le Portugal, c'est une épopée qui a commencé des décennies plus tôt. Dès ses origines, le Portugal a eu une importante tradition navale. Et ses origines sont anciennes, puisque le Portugal apparaît comme royaume indépendant au XIIe siècle. Mais déjà au IXe siècle, il existait, après la reconquête de son territoire actuel sur les musulmans, par les chrétiens. Avant son indépendance du XIIe siècle, il appartenait au royaume de Léon, un des grands royaumes ibériques au Moyen Âge. Et avec sa géographie, ses longues côtes sur l'Atlantique, et sa position à l'extrême ouest de l'Europe, le Portugal se tourne naturellement vers l'océan Atlantique. À la fin du Moyen Âge, les navigateurs portugais explorent les côtes de l'Afrique en s'aventurant toujours plus loin au sud. Ils ne le savent pas encore, mais les 2 ou 3 générations suivantes vont créer un empire autour de la planète, le premier empire maritime présent sur tous les continents. Et c'est impressionnant quand on sait que le Portugal est déjà à l'époque un petit pays. Il a 2 millions d'habitants au XVe siècle, la plupart paysans ou pêcheurs. Donc cet empire mondial, ce sera l'œuvre de quelques milliers d'hommes qui explorent, conquièrent, créent des comptoirs commerciaux, du Brésil jusqu'à la Chine, en passant par l'Afrique, l'Inde ou l'Indonésie. Ce surgissement du Portugal comme empire naval mondial n'est pas vraiment un hasard. En plus de la tradition navale du pays, depuis le Moyen Âge, une figure centrale de cette stratégie, c'est un prince portugais, le prince Henri le Navigateur, qui est considéré comme l'inspirateur de cet âge des découvertes pour le Portugal. Ce prince vit dans la première moitié du XVe siècle, c'est-à-dire des décennies avant que les Portugais ne passent le cap de Bonne-Espérance, au sud de l'Afrique, et qu'ils trouvent leur route vers l'Asie. Et Henri le Navigateur est le 4e fils du roi du Portugal, Jean Ier. Son œuvre, c'est d'avoir impulsé, organisé et parrainé l'exploration systématique des côtes de l'Afrique et de l'Atlantique par les navigateurs portugais. À l'origine de ce projet d'exploration, il y a la fascination d'Henri pour l'Afrique et pour les légendes médiévales qui l'entourent. Au Moyen Âge, le Portugal est régulièrement en guerre avec les musulmans. D'abord dans le sud de l'Espagne, jusqu'à ce que l'Espagne, ou plutôt à l'époque la Castille et l'Aragon, termine la reconquête, et ensuite en Afrique du Nord avec le Maroc. En 1415, quand il a 21 ans, le Portugal s'empare d'un port sur la côte marocaine, le port de Ceuta, en face de Gibraltar, mais côté africain. Cette petite enclave, qui est espagnole aujourd'hui, c'est pas grand-chose, mais c'est représentatif d'un renversement du rapport de force. Maintenant, ce sont les royaumes chrétiens qui prennent pied dans ce qui était depuis des siècles un territoire musulman. Mais surtout, avec cette expédition au Maroc, Henri apprend l'existence des routes commerciales qui traversent le Sahara, et il en conçoit une fascination pour l'Afrique. Il y a quelque chose au-delà de ce désert, on ne sait pas trop quoi. Et l'Afrique est gigantesque. C'est un territoire dont il prend conscience qu'il est bien plus grand que la péninsule ibérique, et même que l'Europe, sans qu'on sache jusqu'où il s'étend. Il y a aussi à l'époque en Europe une légende, une rumeur qui court, racontée par plusieurs voyageurs, à propos d'un mystérieux roi
ou d'un mystérieux royaume chrétien au-delà du monde musulman, le royaume du prêtre Jean. On pensera, selon les époques, que ce royaume du prêtre Jean pourrait être en Éthiopie, qui effectivement était en partie chrétienne. On le situera aussi dans d'autres endroits, en Inde, dans l'Empire mongol, en Asie centrale. En réalité, il semble que ce royaume n'ait pas existé en tant que tel. C'était plutôt peut-être l'agrégation de choses vraies, comme l'existence des communautés chrétiennes résiduelles en Orient ou en Afrique, mêlées à beaucoup d'exagérations. Mais c'est une légende importante, parce qu'à l'époque, la chrétienté en Europe se sent bloquée ou entourée, encerclée par le monde islamique. Les côtes de l'Afrique, le Moyen-Orient, et même jusqu'en Asie centrale, l'accès au reste du monde, ça passe par le contournement obligatoire du monde musulman. Donc ce royaume légendaire, c'est une invitation à se projeter, à rêver d'une jonction au-delà de cette frontière des musulmans, à sortir de ce qui a été le territoire de la chrétienté depuis des siècles, pour explorer le monde. La légende va ensuite se perdre, se diluer et être un peu oubliée. Mais pour les navigateurs portugais du XVe et du XVIe siècle, c'est quelque chose qu'ils ont parfaitement en tête. Et quand ils arriveront en Éthiopie, par l'océan Indien, en voyant des chrétiens africains, ils penseront avoir atteint ce royaume du prêtre Jean. Donc cette légende, et plus généralement le grand mystère de l'Afrique, et encore l'attrait de l'océan immense et inconnu, c'est ce qui motive le prince Henri à organiser des expéditions d'exploration. Quelque chose de très nouveau au début du XVe siècle. On est des décennies avant Christophe Colomb. Ces expéditions sont destinées à explorer, cartographier, voir s'il y aurait moyen de commercer ou de prendre pied sur de nouveaux territoires. Et elles consistent généralement en un ou deux navires, assez légers, mais capables de naviguer en haute mer, qu'on appelle des caravelles. Ces expéditions portent leurs fruits assez rapidement. Les Portugais découvrent que la côte africaine descend très loin au sud de Gibraltar, et ils descendent la côte jusqu'à la hauteur de la Mauritanie. Ils apprennent aussi beaucoup sur les vents de l'océan Atlantique et comment les utiliser pour naviguer, ce qui sera crucial au XVIe et au XVIIe siècle. À l'époque, on ne voyage pas en ligne droite, avec des voiliers. Les vents dans l'Atlantique soufflent depuis l'est, autour de l'équateur, mais depuis l'ouest, au milieu de l'Atlantique. Et les Portugais apprennent à utiliser ces vents pour aller vers l'Amérique et en revenir, en se positionnant sur les latitudes qui leur fournissent les vents appropriés, ceux qui vont dans le bon sens. Même si parfois, pour en bénéficier et aller plus vite ou plus loin, il faut commencer son voyage en partant dans la direction presque opposée de la destination. Mais tout ça, c'est un apprentissage permis par le patronage d'Henri le Navigateur. D'ailleurs, beaucoup d'historiens pensent que dans ces grands voyages que les Portugais entreprennent dans l'Atlantique au XVe siècle, où on fait de grandes boucles à la recherche des vents nécessaires, de grandes voltes, comme on les appelle, il y en a probablement qui sont arrivés au Brésil, ou en ont suivi les côtes, des décennies avant que Christophe Colomb ne parte et découvre l'Amérique, en faisant homologuer la découverte. Même si les Portugais n'ont pas réclamé les terres qu'ils découvraient en Amérique du Sud, ils le feront plus tard, en s'installant au Brésil. Il est probable qu'ils soient arrivés avant Colomb en Amérique. Autre fruit des expéditions de Henri le Navigateur, c'est les premières colonies portugaises. C'est l'époque où les Portugais s'emparent de l'île de Madère en 1420, ensuite des Açores
pas loin du milieu de l'Atlantique, et avec le temps, ils s'enhardissent le long des côtes africaines. Et ils franchissent une limite importante qu'on appelle le cap Bouche-d'Our, qui est à peu près à mi-chemin entre Gibraltar et le Sénégal. Jusqu'à Henri le Navigateur, ce cap était l'extrême sud, le dernier point connu des navigateurs européens. Et on avait une grande peur de le franchir. Des légendes racontaient qu'au-delà de ce cap, le cap Bojador pour les Portugais, l'océan était plein de monstres marins, ou qu'on atteignait le bord du monde et qu'on allait tomber. Jusqu'en 1434, quand un explorateur, financé par Henri, Gilles et Annès, ose franchir ce cap et rentre sain et sauf au Portugal. La peur de l'océan s'estompe un peu, et ensuite les expéditions vers le sud se succèdent pour aller toujours plus loin en dressant des cartes. En 1444, ils sont au Sénégal et ils fondent une autre colonie en face dans l'Atlantique, dans les îles du Cap-Vert. Et ils réalisent aussi que la côte désertique qu'ils connaissent, celle du Sahara, laisse la place à des savanes et des forêts bientôt luxuriantes dans le golfe de Guinée. Ils établissent des comptoirs commerciaux sur ces côtes africaines et pour la première fois, ils rompent l'encerclement commercial des musulmans en traitant directement avec des chefs africains. Les premières cargaisons d'or africain et aussi des esclaves arrivent au Portugal au milieu du XVe siècle, et ça commence déjà à enrichir le pays. Mais ce qui est important, c'est que les expéditions maritimes s'avèrent rentables. Il y a du rêve, l'attrait de l'inconnu, mais aussi du concret, donc ça garantit leur pérennité. Ça permet aussi de constituer des cartes qui sont très stratégiques, très précieuses. À l'époque, les cartes sont gardées secrètes, et elles sont partagées avec le moins de monde possible, parce qu'elles ont une très grande valeur. Déjà, elles ont été chères à établir. Et quand elles permettent d'établir un monopole commercial et d'en tirer des profits, on ne va pas les distribuer gratuitement. Henri le Navigateur les garde précieusement. Mais en général, le secret autour des cartes maritimes va durer des siècles, jusqu'au XVIIIe siècle. Au départ, ce sont surtout les Portugais et les Espagnols qui établissent les cartes les plus stratégiques. Mais ensuite, les Français, les Anglais, les Hollandais s'y mettent. Personne ne veut divulguer le détail des terres qu'il a explorées ou découvertes. Donc, pour en revenir aux Portugais, pendant le reste du XVe siècle, ils s'aventurent toujours plus loin, jusqu'à ce qu'un autre navigateur, Bartolomé Dias, atteigne le cap de Bonne-Espérance, au sud de l'Afrique. Après quoi, ils entrent dans l'océan Indien, et en 1498, Vasco de Gama, autre explorateur, fait le voyage jusqu'en Inde par la mer. En 1498, les Portugais avaient déjà créé une chaîne de comptoirs commerciaux autour de l'Afrique. Ça permettait de ravitailler et d'aller explorer de plus en plus loin. Et dans les années 1490-1500, ils comprennent qu'ils ont touché peut-être le jackpot, la route maritime vers les Indes, au sens large, c'est-à-dire un monde encore mystérieux qui comprend l'Inde, la Chine, l'Indonésie, qu'on va découvrir bientôt, et plus tard même le Japon. Donc ça y est, le bloc formé par l'Empire ottoman et par le monde islamique a été contourné, et mettre en place des liaisons commerciales devient la priorité des Portugais. Et on y revient, en particulier pour les épices. En Inde, Vasco de Gama réalise qu'il peut acheter du poivre, en très grande quantité, et pour une fraction du prix auquel les marchands vénitiens en offrent. Donc l'opportunité de les remplacer pour fournir l'Europe en épices
est absolument évidente. Et sur cette opportunité, le Portugal, au moins pour un temps, va gagner une fortune. Au début du XVIe siècle, on introduit aussi pour la première fois de nouvelles épices ou plantes venues des Amériques, des piments, de la vanille ou même du cacao. Mais le gros du business des épices, ça reste les épices traditionnelles asiatiques, le poivre, la muscade, la cannelle, le gingembre, le clou de girofle. Et en quelques années, ce marché énorme tombe dans les mains des Portugais. En 1511, c'est-à-dire une douzaine d'années seulement après l'arrivée en Inde, ils ont déjà des comptoirs commerciaux autour de l'océan Indien, à des milliers de kilomètres de distance. Comme à Socotra, qui est une île au large du Yémen, mais aussi à l'entrée du golfe Persique, sur les côtes indiennes. Ils se sont aussi emparés de Malacca, qui à l'époque est un centre de commerce entre les îles indonésiennes. Généralement, ces possessions sont prises par la force. Malgré leur petit nombre, les Portugais s'imposent par leurs navires, leur armement et leur audace, et en jouant sur les rivalités locales. À partir de Malacca, ils cherchent l'origine des épices, qui y arrivent en grande quantité, et ils remontent jusqu'aux Moluques. Ils sont les premiers Européens à y arriver, en 1512. Et une fois les sources d'approvisionnement connues, là où on peut acheter bon marché, voire coloniser pour produire, ils peuvent transporter les épices jusqu'à Lisbonne. Donc non seulement ils prennent le contrôle des épices, mais ils établissent un monopole vers l'Europe que personne n'a jamais connu avant. Tout ça ne se fait pas pacifiquement. Les Portugais réalisent plusieurs coups de force, et ça paye au-delà de leurs espérances. Dans la première moitié du XVIe siècle, alors qu'ils contrôlent sans partage le commerce océanique avec l'Asie et l'Afrique, le Portugal s'enrichit de façon fulgurante. Évidemment, on n'a pas de statistiques de l'époque, mais considérant que c'est un petit pays de 2 millions d'habitants, à l'époque, il a probablement le revenu par tête le plus élevé du monde. Évidemment, ça reste dans les mains d'une minorité, et une grande part de ces trésors seront perdus plus tard. Mais il reste des vestiges de cette époque, de cet empire commercial mondial, comme le statut de Macao en Chine, qui était identique à celui de Hong Kong jusqu'à la restitution à la Chine, des enclaves qui sont restées portugaises pendant des siècles, comme le Timor oriental en Indonésie, ou bien sûr la propagation de la langue portugaise, au Brésil mais aussi en Afrique, comme en Angola ou au Mozambique ou au Cap-Vert. Il y a aussi des bâtiments. Une partie de cette richesse sert à construire des palais, des fortifications ou des édifices religieux au Portugal. Cette mainmise des Portugais fait d'autres gagnants qui sont les consommateurs européens. Même si les commerçants portugais font des marges très confortables, le prix des épices commence à chuter, et bientôt de façon vertigineuse, parce qu'il y en a plus et acheté beaucoup moins cher. Et il y a aussi de grands perdants. Déjà Venise, qui est complètement coupée des nouvelles routes du commerce mondial, et qui va décliner économiquement. Elle va devoir se réinventer au XVIe et au XVIIe siècle. L'Empire ottoman aussi est affecté, parce qu'il perd une partie de ses revenus. Mais pas de façon trop grave non plus, parce qu'il a une économie très grande et assez diversifiée. Donc ça ne l'empêche pas de rester une grande puissance au XVIe siècle, et même de grandir encore. Le Portugal reste à son apogée pendant environ 2 générations, la première moitié du XVIe siècle. Ensuite, ça commence un peu à mal tourner. Déjà à cause de son voisin, l'Espagne.
Les Espagnols aussi ont fini par créer leur route des épices, mais en arrivant par l'ouest. Ils ont été les premiers à lancer une expédition qui fait le tour du monde, celle de Magellan. Magellan, Magallanes, était portugais, mais il était employé par la couronne d'Espagne. Il meurt pendant son voyage, mais ses navires traversent le Pacifique et atteignent les Philippines depuis l'Amérique. Ensuite, il retourne en Espagne par l'océan Indien et l'Atlantique, de la même façon que les Portugais rentraient à Lisbonne. L'Espagne colonise les Philippines, d'ailleurs c'est de là que vient leur nom, Philippe II d'Espagne, et les Espagnols mettent en place un système de convoi à travers le Pacifique, qui atteint Panama ou le Mexique, et ensuite les marchandises étaient transportées par la terre jusqu'à la côte des Caraïbes, où on les embarquait pour les expédier en Espagne sur l'Atlantique. Les Espagnols arrivent aussi dans les îles aux épices, 20 ans après les Portugais. Et même si la route portugaise va rester plus active, parce qu'elle est un peu plus courte et plus rapide, l'Espagne se met à concurrencer le Portugal dans le commerce des épices. Mais le plus mauvais coup pour le Portugal, c'est quand les deux royaumes se retrouvent rassemblés par une union personnelle. Philippe II d'Espagne devient aussi roi du Portugal. Les deux pays restent distincts, séparés, ça reste deux royaumes, mais qui partagent le même roi. Sauf que maintenant, le Portugal est aligné sur les intérêts de l'Espagne, évidemment, dont il devient un instrument. Et la première conséquence, c'est qu'il se retrouve mêlé aux guerres européennes de l'Espagne. Quand cette union personnelle s'achève, le Portugal retrouve son autonomie, mais ensuite il est confronté à l'ascension de nouvelles puissances coloniales au XVIIe siècle, qui vont bientôt supplanter l'Espagne et le Portugal, l'Angleterre, la France, les Pays-Bas, notamment les Pays-Bas. Les comptoirs portugais sont mal défendus, et ils sont convoités par les Néerlandais, qui vont se servir dans l'Empire portugais, et même finir par le remplacer comme la grande nation européenne qui commerce en Asie au XVIIe siècle. Les Néerlandais commencent à coloniser en Asie, au Sri Lanka, en Indonésie, et le Portugal est marginalisé. Mais avec plus d'acteurs et les quantités produites qui augmentent, le prix des épices continue de baisser au XVIIe siècle, et ce commerce n'est plus aussi lucratif pour les Européens. Les profits ou les revenus les plus attractifs, maintenant, on les trouve dans les produits coloniaux, qu'ils viennent d'Amérique ou de l'Orient. Sucre, coton, tabac, thé, café, cacao. Les zones de production des épices se multiplient aussi, notamment par l'action des Hollandais. Elles sont produites en Inde, à Ceylan, dans plusieurs îles de l'Indonésie, et plus seulement dans les Moluques. Et tout ça entretient une spirale de baisse des prix, qui fait perdre aux épices leur statut de produit de luxe. Au XVIIe et XVIIIe siècle, ce sont les compagnies des Indes, des sociétés européennes qui ont le soutien de leur gouvernement, qui mènent à la colonisation et le commerce en Asie. Elles finiront par être absorbées par les États qui géreront directement la colonisation et qui continueront à développer la production d'épices dans leurs colonies. Les Britanniques en Inde ou en Malaisie, les Français à Madagascar ou en Indochine, les Néerlandais en Indonésie, les Espagnols aux Philippines. Tous ces pays qui bien sûr prendront leur indépendance au XIXe et au XXe siècle. Jusqu'à nos jours, où les épices sont devenues bon marché et sont des biens de consommation courante, quotidienne, y compris même dans des pays relativement pauvres. L'Indonésie reste un gros producteur, avec d'autres pays comme l'Inde et le Vietnam et la Chine. L'époque des explorateurs, des petites productions et des voyages au long cours
face à des dangers inconnus et bien révolus. C'est aussi sans doute pour ça que dans la vie quotidienne, les épices ont perdu cette aura d'exotisme, de mystère, de luxe qu'elles avaient pendant des siècles. Mais leur commerce, les rêves qu'elles ont suscités, ont fait que historiquement elles ont été un moteur de la mondialisation des échanges, avec toutes ses conséquences, les pires comme les meilleures. Elles ont provoqué des guerres et du travail forcé, et aussi contribué à des échanges de savoir-faire, de technologie, à une élévation de la richesse et à des découvertes. C'est la fin de notre voyage pour ce soir. Si vous n'avez pas encore sommeil, vous pouvez choisir un autre épisode de la Bibliothèque des rêves et partir pour une nouvelle aventure. Ou alors, vous pouvez garder les yeux fermés, vous laisser aller et vous endormir. Je serai bientôt de retour avec un nouveau voyage, un nouvel épisode. Et d'ici là, dormez bien, faites de beaux rêves. Au revoir.